qu'entendent les êtres humains. Tous les sons dont l'air vibre, quand ils sont compris entre 20 000 Hz, 20 000 vibrations par seconde, et 20 Hz, 20 vibrations par seconde. Moins que les chiens. Dans l'espace, le vide donc, comme il est rappelé au début du récent Gravity, il n'y a rien à entendre, c'est le silence. Et les scientifiques, sur notre planète, n'écoutent pas vraiment l'espace. Ils explorent ces pulsations. Pour autant, et si nous avons bien compris le nouveau livre de l'astrophysicienne toulousaine Sylvie Vauclair, on peut transformer en musique, transcrire en musique, cette vibration des sphères. Et en quelque sorte, écouter les étoiles. Qu'ont-elles à nous dire? C'est dans Courrier Sud, sur TLT aujourd'hui. Bonsoir Sylvie Vauclair. Bonsoir. Merci, voici le livre en question, La nouvelle musique des sphères, avec Claude Samuel Lévin, dont nous écouterons tout à l'heure la musique. Alors j'ai dit beaucoup de choses, mais je ne veux pas faire le malin, surtout avec vous et surtout sur ces sujets délicats, qui sont vastes et profonds comme des océans, et parfois tout à fait incompréhensibles. Parfois c'est les ténèbres. Néanmoins la musique, c'est la lumière de la vie de beaucoup de gens sur la planète. Alors la première question qui se pose, c'est qu'on parle de la musique des sphères, or dans l'espace, comme je le disais, c'est le silence absolu. Donc est-ce qu'il n'y a pas une imposture ou une blague ? Vous venez de dire la musique, c'est la lumière des gens, et c'est très amusant parce que c'est pour l'étude de la musique des étoiles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les étoiles sont comme des caisses de résonance d'instruments de musique, ça c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des ondes sonores qui se propagent en permanence à l'intérieur et qui font vibrer les grosses sphères stellaires. Exactement comme on fait vibrer un tambour, par exemple. Mais ce son, comme vous l'avez très bien dit, ce son, on ne peut pas l'entendre. Il ne se propage pas, alors. On ne peut pas l'entendre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il ne se propage pas dans le vide. Et entre les étoiles et nous, c'est quasiment le vide, même s'il y a un petit peu de matière. Il y en a de la matière, mais il y en a moins que ce qu'on a dans le vide le plus poussé qu'on peut obtenir sur la Terre. Donc, ça ne peut pas laisser propager les ondes sonores. Donc, on n'a pas d'ondes sonores qui viennent du ciel. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que ce son des étoiles, parce que c'est quand même du son, ce son des étoiles est très, très, très grave. Serait beaucoup trop grave pour l'oreille humaine. Vous parliez de 20 vibrations par seconde, qui est la limite inférieure des possibilités de l'oreille humaine. Et là, on est au moins 10 000 fois en dessous. Donc ce sont des sons extrêmement graves. D'ailleurs, on le comprend très bien parce que, vous savez, avec les instruments de musique, les petits instruments de musique, ils jouent très aigus, tout le monde le sait, et les grands instruments jouent grave, comme, je ne sais pas, moi, le violon, la contrebasse. Voilà. Donc les étoiles, c'est gros. Donc le soleil chante, mais il chante comme ceci, en quelque sorte. Et on ne l'entend pas, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces vibrations, qui sont donc des vibrations sonores, à l'intérieur des étoiles, on les détecte par la lumière. Parce que les régions extérieures, sur les surfaces des étoiles, vibrent, et ces vibrations, ça produit des vibrations lumineuses, et c'est ça qu'on détecte. Donc c'est un son qu'on n'entend pas, mais qu'on reconstitue à partir de la lumière. C'est un son qu'on voit, on pourrait dire qu'on n'entend pas, mais qu'on voit. Donc c'est la lumière, effectivement. Oui, donc on va voir comment vous avez essayé de le retranscrire. D'abord, il y a ce livre où vous mêlez d'ailleurs des leçons sur l'astronomie, des leçons sur la musique, des leçons sur ce qu'est devenu la science après Pythagore, par exemple. Tout est lié, oui. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Mais tout était beaucoup plus lié à une époque, la musique, les arts et la science. Mais aujourd'hui, elles sont séparées. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la science est froide, glacée, qu'elle tient le monde dans des filets. Et puis qu'il y a la poésie, les arts qui nous réchauffent le cœur. Mais vous essayez quand même de les réunir à nouveau. C'est vrai qu'au temps des anciens Grecs, et bon, à commencer par les pythagoriciens, les philosophes étudiaient à la fois le monde, et ils avaient une représentation du monde. Le monde, en fait, c'est ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. Le monde devait être parfait également. Et le monde devait être parfait parce que ce qui les intéressait, c'est ce qui sortait de l'esprit humain. C'était l'homme qui était tout. Au centre, et oui. Voilà. Et si les observations montraient quelques petites différences, quelques hiatus, quelques problèmes par rapport à ce que les hommes souhaitaient, eh bien, ils préféraient les gommer, ces problèmes, en disant que ça n'avait pas trop d'intérêt. Ce qui avait de l'intérêt, c'est ce qui était compréhensible, harmonieux, pour l'esprit humain. Et donc, ils observaient le monde, ils concevaient le monde d'une certaine manière, et ils étudiaient aussi la musique. Ils étudiaient la musique, ils étudiaient les résonances des cordes, les harmonies qu'on pouvait avoir avec les résonances des cordes,
Et ils associaient tout ça, ce qui fait que les pythagoriciens attribuaient une note de musique à chaque planète. Il faut dire qu'ils voyaient 7 planètes à l'époque. 7 planètes qui comprenaient la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil étaient supposés planètes comme les autres. D'où les gammes aujourd'hui, voilà, les intervalles. donc il y avait 7 que nous planètes, utilisons encore. il y avait 7 notes de musique. Et donc, c'était tentant d'attribuer une note de musique à chaque planète. Alors, l'image qu'on avait du monde à l'époque, pardon, avec les planètes qui tournaient autour de la Terre, évidemment, ça a complètement changé. Les notes de musique qui venaient de l'harmonie des cordes vibrantes, ça a permis de créer une gamme à l'époque, qui était la gamme de Pythagore, et c'est quasiment, avec quelques modifications, mais quasiment celle qu'on utilise encore dans la musique occidentale. Parce qu'il y a toujours, c'est passionnant surtout lorsqu'on est musicien, de voir que les Grecs étudiaient les sons avec des cordes, Oui. avec, Oui. en plaçant des Ils étudiaient marges. aussi les vibrations des enclumes, par Oui. exemple, chez Et le puis il y a forgeron, toujours, etc. Mais enfin, toujours des chouïas qui font que la musique, ce n'est pas mathématique. voilà, Et c'est une belle c'est-à-dire découverte. qu'on pouvait construire une gamme à partir des harmoniques fondamentales d'une corde, mais ça ne marche pas très bien. Ouais, oui. Donc, il y a des petites choses qu'il faut que ça se reboucle pas, il y a des notes qui ne sont pas très précises. Donc là encore, les pythagoriciens souhaitaient que tout soit parfait, donc ils considéraient la musique comme parfaite. Ce qui les intéressait, c'était les nombres, la construction mathématique, numérique de la musique. Et après les pythagoriciens, il y a eu d'autres philosophes comme Platon, en particulier, qui allaient à fond là-dedans. Pour Platon, les musiciens qui jouaient avec des instruments étaient plutôt méprisables. Ce qui était intéressant, c'est l'harmonie musicale telle qu'on pouvait l'imaginer dans l'esprit humain. Il devrait revenir pour écouter les groupes de hard rock. Alors, on va écouter un peu de musique. D'abord, je l'ai trouvé sur Internet, et puis c'est une référence qui a l'air importante pour votre livre. C'est Maxime Olliot. Et ensuite, nous Oui. écouterons ce que Claude Samuel Lévin a tiré de vos réflexions sans doute communes. Maxime Olliot, c'est un jalon, une étape Maxime importante pour vous? Olliot est un jeune compositeur ariégeois qui a composé beaucoup d'œuvres, je crois, mais en particulier une symphonie, la Symphonie de l'espace. Et cette Symphonie de l'espace a été créée en 2009 sous l'auvent de la grotte de Niaux, en Ariège, à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie. Et au cours de cette création musicale, donc il y avait un musicien soliste parmi l'orchestre, c'était l'orchestre de l'Ariège et le chœur régional Midi-Pyrénées. Et ce musicien, Claude Samuel Lévin, jouait 2 instruments intéressants, très particuliers, qui sont les ondes Martenot et le thérémine. Quand j'ai souhaité créer une œuvre musicale ou des œuvres musicales à partir de la musique des étoiles, on va peut-être en reparler, tout naturellement, je suis allé voir Claude Samuel Lévin. D'abord, il y a ce que nous allons voir, c'est-à-dire des notes attribuées aux fréquences des étoiles. C'est une première partie du travail. Donc, c'est-à-dire qu'on a complètement écarté cette musique des sphères, c'est comme ça qu'il l'appelait à l'époque, de Pythagore, Platon, qui attribuait des notes de musique à chaque planète. Oui. Il faut le dire, des notes de musique, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste, qui étaient conçues, définies à partir des cordes et pas à partir des sphères. Mais ça, bon, c'était comme ça. Et donc ça, c'est complètement séparé, l'astronomie et la musique par la suite, sauf que évidemment, l'espace, l'astronomie, l'espace a toujours inspiré des compositeurs, mais d'un point de vue fondamental, ça s'est séparé, jusqu'à cette découverte très récente. Donc pour le Soleil, ça fait une 40aine d'années, 50 ans la découverte, 40 ans qu'on a compris de quoi il s'agissait. Pour les étoiles, ça fait moins longtemps. Cette découverte que les étoiles vibrent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Alors, à partir de là c'est de la vraie, c'est pour ça que nous avons appelé le livre « La nouvelle musique des sphères », parce que là, il s'agit vraiment de sons produits par des sphères. Et là, c'est rien à voir avec les harmoniques des cordes vibrantes, ce sont des harmoniques sphériques. Et donc, j'ai eu envie, alors il faut dire que cette étude des ondes sonores des étoiles sont très importantes d'un point de vue scientifique pour les astronomes. Ça permet de mieux comprendre les étoiles, de les caractériser, de mieux connaître leur masse, leur âge, etc. Mais il y avait l'aspect artistique qui m'a évidemment beaucoup intéressé. J'ai eu envie de faire quelque chose à partir de là. Et donc l'idée était de transposer
les sons des étoiles. Donc chaque étoile résonne d'une certaine manière. Donc on peut dire qu'effectivement, chaque étoile a une note de musique. Mais une note de musique qui ne correspond pas aux notes de la gamme. Ce sont des notes de musique intratonales, parce que évidemment les notes des étoiles, c'est pas comme les notes des cordes Rien n'est vibrantes. parfait en ce Rien monde. n'est parfait. Donc il s'agissait d'étudier les notes de 12 étoiles. Pourquoi 12? C'est parce que c'est un nombre sympathique pour faire une gamme. De les transposer, comme on transpose la musique, donc il fallait transposer de 18 octaves, et d'avoir une création musicale à partir de là. Alors sur le site internet de Claude Samuel Lévin, et d'ailleurs sur le site des éditions Odile Jacob aussi, il y a un lien, on voit une œuvre musicale composée à partir de toutes ces théories que vous développez. Parfois ça m'a fait penser à la musique répétitive américaine, à Philip Glass, Steve Reich, à d'autres moments la symphonie des planètes, des choses comme ça, des choses qui sont habituelles de nos Pour oreilles. l'espace, oui. Mais le grand chef d'orchestre de tout ça, le grand musicien ou le trompettiste au-dessus de tout l'univers, il entend sans doute autre chose. Alors là, il faudrait se mettre à sa place. Oui, en effet, mais nous ne faisons pas de théologie ici. Ce qu'il y a quand même de particulier dans cette musique, c'est que c'est une musique synthétisée sur ordinateur, des instruments synthétisés sur ordinateur, avec les ondes Martenot, là, on voit les ondes Martenot et aussi le thérémine en plus. Oui. Mais parmi les instruments synthétisés, il y a les étoiles. Voilà. Et donc les étoiles qui donc sont des notes qui sont proches de notes de la gamme, mais pas tout à fait. Donc on pourrait avoir l'impression que ça joue faux avec nos oreilles, mais en fait ça donne une couleur particulière. De toute façon, la musique a évolué également aujourd'hui. On Bien n'est plus sûr. autant de l'harmonie générale. Les bruits, les sons, des limites sont floues dans la musique contemporaine. On met dans la musique bien autre chose que les accords parfaits et l'harmonie classique. Ce qui est amusant, c'est qu'on a découvert que le soleil lui-même, donc le soleil résonne, et la note principale de résonance du soleil, c'est très 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 proche du sol dièse. Donc le soleil résonne en sol, c'est assez amusant. Il s'agit également d'observer le ciel pour retrouver notre petitesse ou notre grandeur également. Oui, Ce que vous faites oui. parfois dans le désert. Oui. Ou peut-être dans les réserves des étoiles dont votre fils s'est occupé. Réserve de ciel étoilé du Pic du Midi, là oui, c'est un beau succès. C'est un très beau succès de la région d'avoir réussi à baisser les lumières des villes, ou en tout cas à avoir des lampadaires qui éclairent vers le sol plutôt que d'éclairer vers le ciel, ce qui a permis d'obtenir le label international de réserve de ciel étoilé au Pic du Midi. C'est un vraiment beau succès. Merci beaucoup et à bientôt sur TLT. À bientôt.